pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Pour moi, la médecine, au final, c'était aussi pouvoir venir en aide à ce type de population. Et il y a effectivement, oui, cette notion d'engagement au service de la population, des plus démunis, de pouvoir leur apporter les soins qu'ils ne trouveraient peut-être pas forcément ailleurs. Élodie Malvezin est médecin généraliste depuis 13 ans dans le groupe d'œuvre sociale de Belleville, une association du 20e arrondissement de Paris. Elle exerce en centre de santé à la PMI, à l'IME et dirige le centre de santé sexuelle de l'association. C'est là que nous l'avons rencontrée entre deux consultations pour parler d'accès aux soins pour tous, d'engagement et de la relation médecin-patient. Bonjour, enchantée. Merci beaucoup de me recevoir. J'ai voulu devenir médecin, je pense que c'était pendant mes études de médecine, puisque voilà, chez moi c'était pas forcément une vocation comme certains qui veulent être médecins depuis qu'ils sont tout petits. Moi j'avais plein d'idées et lorsqu'il a été question de choisir une fac, je voulais plutôt faire de la recherche médicale, de la génétique tout particulièrement. J'avais le choix de faire une fac de bio ou une fac de médecine. Je me suis plutôt orientée sur une fac de médecine parce que j'avais envie d'être plus rapidement dans le domaine médical en tout cas. Finalement, au décours des stages et des cours à la fac, la médecine clinique m'a intéressée finalement plus que la recherche. Dès la deuxième année, on fait un stage infirmier à l'hôpital d'1 mois pour découvrir le milieu hospitalier. Moi, je l'avais fait en psychiatrie parce que je crois que c'était quand même un domaine qui me plaisait et je pense qu'à ce moment-là, déjà, voilà, la médecine clinique m'a intéressée. Probablement pour aider des patients, pour aider des gens qui vont pas bien, prendre soin d'eux et faire en sorte qu'ils aillent mieux. Je me souviens pas de mon premier examen. Par contre, mon premier stage d'externe, donc en 3e année, c'était en service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis. Et je pense que ça m'a marqué. Je me souviens du passage dans les chambres et de voir ces patients qui allaient très mal dans un domaine en plus de prime abord qu'on imagine assez simple, puisque pour la plupart des gens, la dermato, c'est l'eczéma, l'acné, les mycoses, les verrues. Et là, on était dans des pathologies qui étaient bien plus lourdes et bien plus complexes. On avait un jeune homme qui avait, je de souvenir, 24 ans, qui était atteint d'un mélanome. Mais métastasé, enfin voilà, très avancé, et qui est décédé durant les vacances de Noël. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, mais pas que moi d'ailleurs, hein, mes co-externes aussi, puisque déjà c'était un jeune qui avait à peu près notre âge, donc l'identification était très forte, et dans un service en plus qui est particulier parce que la vision qu'on se fait de la dermato à la base est est beaucoup plus simpliste et avec pas des enjeux vitaux forcément très importants, alors que là on se retrouvait quand même face à un jeune homme qui venait de mourir, pour qui on n'avait rien pu faire, qui avait notre âge, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué, qui avait fortement marqué tout le monde d'ailleurs. J'ai décidé de devenir généraliste très tard. J'ai le souvenir pendant longtemps de m'être dit que je ne ferais jamais généraliste, car il était hors de question que je soigne des rhumes toute ma vie. Donc c'était encore la vision probablement que j'avais de la médecine générale et de la médecine en général, où le but était quand même d'aller vers des pathologies complexes et pas sur de la bobologie, entre guillemets. À la fin de l'externat, je m'étais plutôt axée sur la pédiatrie. Il se trouve que quand j'ai passé les ECN, je n'avais pas le classement qui me permettait de pouvoir faire un internat de pédiatrie à Paris, et je souhaitais rester à Paris. Par ailleurs, je voyais bien qu'il y avait quand même d'autres domaines qui m'intéressaient aussi. Au moment du choix, j'étais en stage en pédiatrie à Robert Debré, en pédiatrie générale chez le professeur Bourillon, qui était un peu une institution dans notre fac. Et c'est lui qui m'a dit « Mais écoute, tu veux faire de la pédiatrie générale ?
écoute, fais de la médecine générale. Si la pédiatrie t'intéresse et que tu acceptes de te former, tu pourras faire autant de pédiatrie que tu veux, voire que de la pédiatrie. Et donc là-dessus, j'ai choisi médecine générale en me disant en plus que voilà, si finalement je changeais d'avis et que d'autres disciplines m'intéressaient, ça m'ouvrait aussi les portes pour travailler dans d'autres domaines. Moi, j'ai fait mes études dans le quart nord-est parisien, donc on a été essentiellement confrontés à des populations, enfin pas que, mais des populations qui pouvaient être dans des situations assez précaires sur le plan psychosocial. Et c'est vrai que pour moi, la médecine, au final, c'était aussi pouvoir venir en aide à ce type de population. Et il y a effectivement, oui, cette notion d'engagement au service de la population, des plus démunis, de pouvoir leur apporter les soins qu'ils ne trouveraient peut-être pas forcément ailleurs. Je pense que ce qui m'a le plus aidé dans ma pratique médicale et à ce qui a fait que... et la façon dont je pratique aujourd'hui, c'était ma thèse, qui était la relation médecin-patient à l'ère de la médicalisation et qui consistait à étudier la vision de la relation médecin-patient par 3 médecins généralistes écrivains. Cette thèse m'a fait aborder la relation médecin-patient et le travail de médecin généraliste vraiment différemment de ce qu'on peut nous enseigner, qui est extrêmement cadré. Je veux dire, quand on passe les ECN, donc le concours de l'internat, c'est des mots-clés qu'on doit mettre. Et en fait, un patient n'est pas que des mots-clés. Voilà, c'est un être humain derrière. Et ça, cette thèse m'a beaucoup apporté. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait, pas évoluer, parce que c'était au début, mais en tout cas, ce qui a pu me projeter dans mon exercice aujourd'hui de façon différente. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Je m'intéresse pour la planification familiale, mais je veux pas quelque chose de très hormonal. D'accord. Et je pense que c'est la pilule contraceptive, mais je sais pas s'il y a autre chose. Et là, vous avez des rapports ? Vous avez un copain ? Rapport. Des rapports sexuels ? Et rapport. Est-ce que vous faites l'amour avec un copain ? Okay. Oui. Oui. Et vous avez fait des tests de dépistage avant d'avoir des rapports non protégés ? Pour lui, je connais les examens, mais je peux pas faire les examens ici. Et si vous pouvez, hein. Nous on peut vous les prescrire et les prendre en charge. Oui. Ah oui, si je peux faire, je préfère. Ça peut être bien effectivement que vous les fassiez tous les deux avant d'arrêter complètement les préservatifs, effectivement. On va juste vous prendre la tension et vous peser, d'accord ? Et puis après on va vous faire les prescriptions. Quand j'ai commencé à exercer, où j'avais une patiente chez qui j'avais découvert un diabète. Alors c'est vrai que c'est une patiente qui était en très mauvais état général, mais qui vivait, qui travaillait. Je l'ai envoyée à l'hôpital pour la prise en charge de son diabète. Elle est ressortie avec de l'insuline. L'insuline, c'est quand même quelque chose qui peut être compliqué pour les patients à aborder au début, en tout cas. Je lui ai demandé de venir me voir régulièrement pour essayer d'adapter son schéma d'insuline. Et cette patiente n'est pas revenue. Et donc j'ai appris une quinzaine de jours après qu'elle était décédée. Et je pense qu'elle est décédée des effets secondaires de l'insuline, parce que probablement mal gérée. Et ça avait été aussi un gros sentiment, en plus c'était au début de mon exercice, un gros sentiment de ratage. Parce que quelque part, je me suis dit, mais cette patiente, finalement, elle avait son diabète, mais elle tenait debout, elle allait travailler. Je lui ai trouvé son diabète, je le fais soigner et elle meurt 15 jours plus tard, quoi. Donc je pense quand on est plus jeune, et notamment quand on est étudiant et qu'on fait des études de médecine, on a vraiment en tête de soigner, de sauver les gens, envers et contre tout. Avec le temps, je pense qu'on est dans une médecine qui est en tout cas moins paternaliste et qu'on accepte aussi les limites. C'est-à-dire que nous, on donne les moyens aux patients de se prendre en charge et de se soigner. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les obliger. C'est aussi accepter que le patient ne va pas forcément faire ce qu'on lui propose et qu'il est maître de sa santé. Alors on a toujours ce petit sentiment de se dire mais c'est vraiment trop bête. Enfin voilà, s'il avait fait ce que je lui avais proposé, si j'avais réussi à le convaincre, on n'en serait pas là. Mais c'est aussi accepter, les limites de nos possibilités et de la médecine. Donc on a un peu les deux côtés, c'est-à-dire ceux qui veulent pas se soigner, effectivement, on peut pas faire grand-chose pour eux. Et puis j'avais cet exemple en tout cas qui m'avait pas mal refroidi au début de mon exercice de cette patiente où j'ai l'impression d'avoir tout bien fait et ça n'avait pas fonctionné non plus.
pour gérer les difficultés qu'on a vis-à-vis de patients. Le plus important, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir échanger avec les collègues, de voir comment ils auraient fait, de voir que finalement ils n'auraient pas fait mieux. Je pense que d'échanger avec ses collègues, c'est vraiment extrêmement important. C'est aussi pour ça que les structures d'exercice collectif, pour moi, je trouve ça beaucoup plus enrichissant que d'exercer seul. Travailler en centre de santé, mais aussi en centre de santé sexuelle ou en PMI, ça permet d'avoir un travail d'équipe. De plusieurs professionnels, en plus, ne pas que de médecins. Puisque nous, au centre de santé, par exemple, on a des psychologues. En PMI, on a des auxiliaires de puériculture, des puéricultrices. En centre de santé sexuelle, on a des conseillères conjugales et familiales. Donc ça permet une approche pluridisciplinaire d'un patient, de ne pas être focalisé sur l'aspect uniquement somatique, ce qui nous revient souvent quand on est médecin, mais de pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité. Nous, on est sur un quartier, effectivement, qui est très mixte en réalité. Les statuts de l'association font qu'on s'adresse aussi à un public qui est plus précaire sur le plan psychosocial. On a pas mal d'hôtels sociaux dans le quartier avec des familles migrantes et notamment beaucoup de mamans seules avec des enfants qui viennent de divers pays. L'exercice auprès de ces populations demande une certaine adaptabilité, même dans le point de vue et dans la perception de la médecine, parce que ce sont des populations qui arrivent de pays où on n'a pas les mêmes codes culturels et médicaux. Et ça nécessite de les prendre en compte pour pouvoir les soigner correctement. Moi, j'ai fait une formation en clinique transculturelle qui nous permet d'aller interroger l'autre dans sa culture. On peut avoir une approche différente de la douleur, par exemple, dans les populations issues de l'Afrique subsaharienne. De la douleur ou même de certains symptômes où les patients vont pouvoir décrire soit une douleur générale ou une sensation de chaleur, une sensation de corps qui chauffe. Jeune médecin, je m'interrogeais beaucoup sur mais c'est quoi cette histoire de corps qui chauffe ? Ils ont tous le corps qui chauffe. Et avec le temps, j'ai appris à décrypter ces symptômes qui en plus souvent ne sont pas finalement une traduction de problématiques somatiques, mais souvent plutôt de problématiques psychiques. De mal-être, de syndrome anxio-dépressif ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple effectivement assez flagrant et qui a pu me mettre, plus jeune médecin, en difficulté. Enfin, pas en difficulté, mais en tout cas de m'interroger en me disant « mais je ne comprends pas, ils viennent tous avec ce même symptôme. Et pour autant, ça correspond à rien, quoi. » Alors, on s'était vu l'an dernier. En mars. Vous pouvez vous asseoir, hein. Donc, je vais vous voir pour un bilan après 1 an de pause du stérilet hormonal. D'accord. On avait posé l'année dernière, c'est ça ? Voilà, en mars. Ouais. On va peut-être vous examiner pour au moins revérifier les fils et tout. Voilà. Hein ? Oui. On va faire ça. D'accord. On va prendre le temps. Je me souviens d'un patient qui n'avait pas une vie très heureuse. Il avait perdu sa femme, il avait fait de la prison parce qu'il avait tué son meilleur ami par accident. Et je le voyais pour la première fois. Il se trouve qu'il avait plein de comorbidités cardiovasculaires vraiment lourdes. Je lui avais indiqué qu'il allait falloir qu'il se soigne parce que sinon ça allait être compliqué. Il était complètement dans le refus de se soigner en m'expliquant que vu sa vie, il avait quand même pas grand-chose à perdre. Je lui avais fait un petit peu peur en lui disant, je lui avais expliqué que de toute façon, c'était pas, il faisait ce qu'il voulait, effectivement, que c'était pas ma vie, que c'était la sienne, mais que s'il continuait comme ça, effectivement, il risquait de réduire son espérance de vie. Et il était parti en me disant qu'il s'en fichait. Et finalement, il était revenu me voir 1 mois après, en me disant, finalement, j'ai réfléchi, j'ai peut-être pas envie de mourir tout de suite, je vais peut-être me soigner quand même. Là, on se dit, on trouve l'utilité en se disant que on a pu faire prendre conscience à quelqu'un que la vie avait encore du sens et que c'était bien de prendre soin de soi. Je n'ai jamais eu envie d'arrêter. Être médecin généraliste, ça nous ouvre quand même beaucoup de portes. Et ça permet de se dire que si un jour
un type d'exercice finit par nous ennuyer ou qu'on ne se trouve plus bon ou plus motivé, on a la possibilité de faire tout autre chose. Et je pense que c'est l'avantage de la médecine générale, justement, c'est qu'avec la médecine générale, on peut tout faire. Pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir aussi, justement, ne pas finir blasé ou extrêmement routinier, c'est quand même très important d'essayer de maintenir une vie personnelle et d'autres activités à côté qui n'aient rien à voir avec la médecine, pour continuer à s'ouvrir l'esprit sur autre chose et ne pas être 24 heures sur 24 dedans. Après, je vous cache pas que ça peut être effectivement compliqué. Alors, je fais pas de la médecine à la maison, mais comme je suis aussi coordinatrice du centre de santé et responsable du centre de santé sexuelle, je ramène parfois des petits dossiers à la maison parce que quand on a un appel à projet à faire, un rapport d'activité, des données statistiques à rapporter, on n'a pas toujours le temps de le faire dans la journée. Mais je trouve, j'essaye d'avoir d'autres activités à côté parce que il n'y a que comme ça qu'on peut se sortir un peu du milieu médical pour le voir avec un œil un peu plus neuf le lundi matin, par exemple. Alors, à la jeune médecin que j'étais, je pense que je dirais la même chose qu'à mes étudiants, à savoir que la médecine générale, c'est quand même vachement bien, que ça permet, encore une fois, d'exercer de multiples façons, que si on accepte de se former, on pourra toujours faire des choses nouvelles. C'est aussi une relation médecin-patient qui est particulière, contrairement à un exercice spécialisé à l'hôpital où les entretiens sont beaucoup plus anecdotiques. C'est un exercice qui est en constant renouvellement. La médecine générale, ça ouvre un champ des possibles qui est assez infini. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef Alice Deschenaux et le rédacteur en chef adjoint Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite.